Salut à tous, nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un classique absolu du cinéma de genre et même du cinéma tout court, qui est le point de départ d'une saga qui aurait dû être une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma si seulement tout ce qui était sorti après le 2 ne venait pas dégueuler sur les deux premiers et au passage sur le public. On va parler de Terminator. Alors, tout le monde le sait, hein, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore qu'ils le savent, mais c'est toujours important de le rappeler, Terminator 2, c'est à tout jamais le meilleur film de la création, et c'est tout. Sauf qu'ici, c'est bien du premier opus que nous allons parler. Et si vous voulez une vidéo sur le reste de la saga, ou plutôt sur son déclin après le deuxième, enfin ça après, c'est plutôt ton avis, hein. Moi je les aime tous. Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas trop envie de s'infliger certains opus comme Genesis ou Dark Fate, par exemple, mais on aurait quand même tout un tas de choses à vous raconter sur le déclin stratosphérique de la série. Bref, revenons-en à nos petits moutons, ou plutôt à nos petits cyborgs. Alors, à ce sujet, hein, on ne va pas ici s'étendre sur le débat Terminator égale cyborg ou androïde, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo. Alors, il n'y a pas très longtemps, après avoir vu une vidéo sur le sujet, je demandais à mon très cher acolyte ici présent s'il considérait le premier Terminator comme un film d'horreur. Et c'est là, à ce moment précis, qu'on s'est décidé d'en faire une vidéo parce que c'est une très bonne question. On ne va pas aborder que cet aspect-là ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ça reste un point très intéressant. Et à ce sujet, vous verrez que le film aurait été, au final, radicalement différent de ce qu'il aurait dû être à la base. Alors déjà, pour commencer cette histoire, tous les fans du film la connaissent, mais il faut bien commencer par quelque chose. L'idée du film serait née d'un cauchemar fiévreux de notre ami James Cameron lors de la production de Piranha, durant lequel il aurait eu la vision d'un squelette métallique s'extirpant des flammes. Déjà, ça plante un petit peu la direction horrifique du film, et au passage, c'est toujours difficile de se dire que James Cameron a réalisé ce truc. Alors, l'anecdote, elle est bien réelle, hein, puisque elle est narrée par James Cameron lui-même, mais ça ne s'arrête pas là. À savoir que Cameron avait déjà des idées qui traînaient par-ci par-là dans son cerveau depuis un moment. Par exemple, en 1978, il réalise un court-métrage nommé Xenogenesis qui s'accompagnera d'une peinture en guise de poster peinte par Cameron lui-même, sur laquelle on trouve entre autres un homme doté d'un bras cybernétique, et ça devrait vous rappeler vaguement quelque chose. L'idée du Terminator commençait déjà à germer dans son cerveau malade à ce moment-là. Alors, James Cameron est ce qui sera ensuite une première ébauche de cet endosquelette du Terminator rampant sur le sol, un couteau à la main. Qui en dit long quand même en ce qui nous concerne sur la volonté de James Cameron à l'époque de nous pondre un film de science-fiction un petit peu horrifique quand même. C'est vrai quoi, enfin, imaginez un petit peu un squelette en métal, sans jambes, qui rampe vers vous avec un couteau à la main, c'est un petit peu flippant quand même. Même si au final on est bien face à un film de science-fiction, la dimension horrifique est bel et bien présente. Le Terminator, par exemple, présente certaines caractéristiques d'un tueur typique du slasher. Un tueur froid, implacable, quasi mutique, car Schwarzy n'a que quelques répliques dans le film, hein, et quasi indestructible. Certes, il ne porte pas de masque, mais c'est tout comme, puisqu'aux yeux des personnages du film, il cache sa véritable nature, robotique, son masque étant son apparence humaine. Comme d'autres tueurs de slasher, il poursuit froidement un but, la vengeance pour Freddy Krueger ou Jason Voorhees, la traque de Sarah Connor pour notre très cher ami Terminator. Et à bien y regarder, il est peut-être même de par sa nature robotique, encore plus froid, implacable et menaçant. Et ici, tuer Sarah Connor n'est même pas son but, ça va beaucoup plus loin et c'est carrément même sa raison même d'exister, puisque c'est même dans son nom, hein, le Terminator. Rien qu'à l'évocation de son nom, on comprend qu'il n'a pour unique raison d'exister que le meurtre et qu'il va poursuivre son but quoi qu'il advienne. Et c'est d'ailleurs même dit explicitement par Kyle Reese dans le film. Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Il ne peut rien faire d'autre. Et le fait même qu'il n'ait pas de nom et juste un modèle le rend encore moins humain, et ça c'est quand même sacrément flippant.
peut-être un problème avec les robots. Ouais. Il y a vraiment- Et même le personnage de Sarah Connor est un archétype de la jeune fille fragile en apparence qui va devoir puiser au plus profond d'elle-même pour échapper à une menace qui la dépasse complètement. Alors comme Laurie Strode ou Sidney Prescott, pour en citer d'autres, elle va au fur et à mesure du film s'avérer bien plus forte que ce que peuvent laisser penser son apparence et son caractère. À un moment donné, par exemple, c'est même elle qui va pousser un Kyle Reese à l'article de la mort dans ses derniers retranchements, lui hurlant « Debout, Reese! J'ai dit debout, soldat! » Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, ce moment précis, c'est un signe que malgré son apparence, on va dire fragile en apparence, son tempérament de chef de guerre est déjà existant enfoui en elle. Parce qu'on rappelle que si John Connor devient le chef de la résistance, c'est bien Sarah Connor qui fera de lui ce qu'il deviendra. Et même si c'est Kyle Reese qui est envoyé dans le passé pour la protéger, c'est elle, au final, qui vient à bout d'une menace qu'on pensait indestructible. On est clairement face à une final girl de slasher. Et c'est pour toutes ces raisons que Sarah Connor est une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma de genre et même du cinéma tout court. Mais ça, c'est ton avis? Non. Puisque si, bien sûr, moi, c'est Hélène Ripley. Non. Voilà. Je respecte énormément Hélène Ripley, mais Sarah Connor, number one. J'attends votre avis. Et tout à l'heure, on vous disait que le film est assez différent de ce qu'il aurait dû être. Déjà, il aurait dû être beaucoup plus gore, à savoir que Sarah Connor devait avoir une prothèse dans le genou et que pour l'identifier avec certitude, le Terminator devait charcuter le genou de ses victimes avec un scalpel pour vérifier de la présence de cette dite broche. C'est dégueulasse. C'est sympa. Le seul passage gore restant dans le film était ce moment culte où, suite à un violent affrontement, le Terminator se charcutera le bras et se retirera également le globe oculaire. Passage qu'on trouve d'ailleurs toujours aussi percutant 40 ans après la sortie du film. Ce passage est d'ailleurs repris quasiment à l'identique dans un bis italien nommé Atomic Cyborg. La forme du film devait également être assez différente de par l'identité même du Terminator. À la base, il devait être interprété non pas par Schwarzy, mais par Lance Henriksen. C'est dur à dire. Alors oui, ça tranche radicalement avec le physique de tractopelle de Schwarzy, mais on rappelle que le Terminator, à la base, c'est un modèle d'infiltration. Et donc, son apparence est tout à fait crédible. Il existe même un croquis de ce qu'aurait dû être Lance Henriksen en Terminator. Il se serait même pointé, costumé en Terminator, lors d'une réunion avec les producteurs. Mais, dis donc, comment Schwarzy s'est retrouvé à jouer alors le T-800 ? Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, les producteurs, ils voulaient quand même un retour sur investissement, et donc une vedette pour le rôle de Kyle Reese, et pourquoi pas un certain chêne autrichien tout auréolé du succès de Conan le Barbare. Au départ, pas très convaincu, Cameron acceptera de rencontrer le futur gouvernateur dans l'optique de plus ou moins saboter l'interview, lui expliquant qu'il ne correspondait pas au rôle. Pourtant, la rencontre se passe plutôt bien, et Cameron verra en Schwarzy le parfait Terminator. Et paf, ça fait des chocs à pic. Alors à la base, c'était clairement pas le premier choix pour le Terminator. Encore une fois, cette anecdote, beaucoup de monde la connaît, mais on trouve toujours intéressant de la placer parce que c'est assez cocasse quand même. À la base, c'est plutôt un certain O.J. Simpson qui était pressenti pour le T-800. Sauf que l'ami James Cameron n'était pas à l'aise avec le fait d'associer l'image du sportif avec celle d'un tueur. On va s'abstenir de tout commentaire sur le sujet. Bon, apparemment, le nom d'O.J. Simpson avait simplement été suggéré par le patron d'Orion Pictures, mais il n'a même jamais été casté pour les raisons qu'on vous a mentionnées tout à l'heure. Ça, c'est la version de Cameron, parce qu'il existe une autre version, et c'est celle de notre cher ami Schwarzenegger. En 2019, il a affirmé que Cameron envisageait bien l'ancien joueur de la NFL dans le rôle du T-800, et qu'il aurait changé d'avis au dernier moment. Il affirme même être en possession d'une peinture réalisée par Cameron lui-même, représentant le Terminator sous les traits d'O.J. Simpson, qu'il aurait finalement recouverte en peignant le visage de notre cher ami Schwarzy. Il affirme que si quelqu'un grattait son visage sur cette peinture, eh bien il découvrirait le visage d'O.J. Simpson. Cette anecdote, elle est démentie par Cameron dans une interview avec le LA Times la même année. Alors, James, Arnold, on sait que vous nous regardez parce que tout le monde nous regarde ici. Va falloir qu'on se pose 2 minutes tous ensemble, parce qu'il y a forcément un de vous deux dans l'histoire qui dit de la merde. Mais bon, en tout cas, cette petite anecdote, elle est rigolote et puis elle ajoute encore une fois une aura de mystère autour de ce film. Et le pauvre Lance Henriksen, qui à la base quand même devait tenir le rôle du T-800, se retrouvera rétrogradé dans un rôle secondaire d'agent de police. Alors ce changement de comédien pourrait paraître anodin, mais je nie, puisque à la base, rappelez-vous ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on ne devait pas connaître d'entrée de jeu l'identité du véritable Terminator.
le film devant plutôt se focaliser sur la traque d'un tueur en série charcutant les genoux de ses victimes, et ce n'est que vers le milieu du film qu'on découvrait son identité. Et on peut facilement imaginer que le film devait ressembler à une sorte de whodunit de SF ultra violent. Sauf que un colosse de 1m88 pour 107 kg à peu près, ça passe un peu moins inaperçu qu'un Lance Henriksen pour le coup. Et du coup, Cameron choisit de mettre en avant plutôt le côté machine à tuer implacable, raccord avec le physique de Schwarzy, quoi. Alors pour vous, Terminator, film d'horreur ou pas? Et au rayon infiltration, là aussi le film devait aller encore plus loin, à savoir que le Terminator devait à la base manger comme un être humain. Alors ce qui est pas déconnant, puisque dans le 2, on le sait, le T-800 cicatrise comme un humain, donc pourquoi pas le faire manger comme un humain. D'ailleurs, on ignore si c'est l'idée de base de Cameron qui a été conservée, mais le personnage de Cameron Phillips, la Terminatrice, jouée par Summer Glau dans les chroniques de Sarah Connor, est elle aussi capable de manger. Bon, alors ça fait pas mal de différences, mais c'est là qu'arrive peut-être la plus importante, à savoir que Terminator 1 et 2 n'auraient à la base dû être qu'un seul et même film. Oui, parce que normalement, les protagonistes devaient venir à bout du T-800 à peu près au milieu du film. Et du coup, Skynet, en dernier recours, devait envoyer son arme ultime pour venir à bout de Sarah Connor et de Kyle Reese, un androïde beaucoup plus performant et beaucoup plus résistant que le T-800, un androïde en métal liquide. On parle bien du T-1000. Bon, en 1984, alerte spoiler, rendre à l'écran une créature en métal liquide représentait un défi énorme d'un point de vue technique et un budget pharaonique. Et on rappelle que le premier film n'est clairement pas un blockbuster, l'idée sera donc abandonnée. Du moins jusqu'à Terminator 2, mais ça, c'est une autre histoire. Alors Terminator sera un succès colossal, rapportant plus de 10 fois sa mise de départ, et il réconciliera James Cameron avec le cinéma, lui qui était assez éreinté de la production de Piranha 2. La suite appartient bien sûr à l'histoire, puisque le film aura un impact énorme sur la pop culture. Il va engendrer pas moins de 7 suites, 5 au cinéma, une série, à savoir les chroniques de Sarah Connor, qu'on vous recommande puisque elle est à nos yeux la suite qui vaille vraiment le coup depuis Terminator 2. Les autres étant parfaitement oubliables. Et il y a également une série animée sur Netflix nommée Terminator 0 et là on peut pas vous en dire plus parce qu'on ne l'a pas vue. Alors on comptera pas non plus tous les clins d'œil, les plagiats, les parodies, etc. 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 Et on espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si pour vous on le considère comme un film d'horreur ou pas. Bon, comme d'habitude, vous commencez à connaître la rengaine, pouce bleu, abonnement, partage, c'est toujours aussi important, petite cloche pour savoir ce qui va se passer sur la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que des robots.